La sangsue attendait d'être nourrie. Depuis des millénaires, elle dérivait dans l'immensité vide de l'espace, sans être consciente des siècles sans nombre qui passaient. Elle n'était pas davantage consciente lorsqu'elle atteignit finalement un soleil. Les radiations génératrices de vie traversèrent la spore dure et sèche. La gravitation, elle aussi, exerça son action bénéfique. Une planète l'attira avec d'autres débris stellaires, et la sangsue tomba, apparemment inanimée dans son solide sporange. Les vents l'emportèrent autour de la Terre, poussière parmi des myriades de poussières. Ils jouèrent avec elle, puis la laissèrent tomber. Arrivée sur le sol, elle commença à bouger, absorbant la nourriture qui filtrait à travers son sporange. Elle grossit et continua à se nourrir. Frank Connors s'arrêta devant la véranda et toussa 2 fois. « Professeur, excusez-moi, Un long homme pâle, allongé sur un divan affaissé, ne bougea pas. Ses lunettes à monture de corne étaient perchées sur son front et il ronflait doucement. « Je suis terriblement désolé de vous déranger, dit Connors en repoussant son vieux feutre en arrière. Je sais que c'est votre semaine de repos et tout ça, mais il y a un truc drôlement bizarre dans le fossé. » Le sourcil gauche du long homme pâle tressaillit, mais en dehors de ce signe, il ne fit pas mine d'avoir entendu. Frank Connors tout sauta de nouveau, tenant toujours une bêche dans sa main veinée de violet. « Vous m'avez entendu, professeur ?»« Bien sûr, je ne suis pas sourd, » dit Michaels d'une voix éteinte, sans ouvrir les yeux. « Vous avez trouvé un farfadet ?»« Un quoi ?» demanda Connors en louchant vers Michaels. « Un petit homme vêtu de vert. Il faut lui donner du lait, Connors. »« Non, monsieur. Je crois plutôt que c'est une pierre. » Michaels ouvrit un œil et le dirigea en direction de Connors. « Je suis vraiment désolé, vous savez. » La semaine de repos du professeur Michaels était une coutume sacro-sainte, vieille de 10 ans, et son unique excentricité. Pendant tout l'hiver, Michaels enseignait l'anthropologie, collaborait à une demi-douzaine de comités, touchait à la physique et à la chimie, et trouvait encore le temps d'écrire un livre par an. Lorsque l'été arrivait, il était fatigué. À son arrivée dans sa ferme rénovée de l'État de New York, il s'imposait invariablement une semaine de repos absolu. Pendant cette semaine, il ne faisait rien d'autre que dormir, et il engageait Frank Connors pour s'occuper de la maison. La seconde semaine, le professeur Michaels allait se promener. La 3e semaine venue, il se faisait dorer au soleil en lisant ou bien réparait les granges quand il ne faisait pas l'ascension d'un sommet ou 2. Au bout de 4 semaines, il n'y tenait plus, et ne désirait qu'une seule chose, retourner à la ville. Mais sa semaine de repos était sacrée. « Je vous assure que je ne vous aurais pas dérangé pour rien, » dit encore Connors. « Mais cette sacrée pierre a dissous 5 centimètres de ma bêche. » Michaels ouvrit son second œil, et il se redressa. Connors lui montra la bêche. L'extrémité était coupée nette. Michaels passa ses jambes par-dessus le rebord du canapé et enfila ses vieux mocassins déformés. « Allons voir cette merveille, » dit-il. L'objet se trouvait dans le fossé tout au bout de la pelouse, à moins d'1 mètre de la route. Il était rond, de la dimension approximative d'un pneu de camion et visiblement compact. Sa surface était gris foncé, parcourue d'un réseau complexe de veines. Son épaisseur, pour autant qu'on pouvait en juger, ne dépassait pas 2 ou 3 centimètres. « N'y touchez pas, surtout, » dit Connors. « Je n'en avais pas l'intention. Prêtez-moi votre bêche. » Michaels prit l'outil et toucha expérimentalement l'objet. Il était dur et ne cédait pas d'1 millimètre. Il maintint la bêche contre la surface, puis la retira. Un autre morceau avait disparu. Michaels plissa le front et remonta ses lunettes. Maintenant l'outil contre la pierre, il approcha son autre main de la surface. Une nouvelle section de la bêche se volatilisa. « Ça ne semble pas produire de chaleur, » dit-il à Connors. « En aviez-vous remarqué la première fois ?» Connors secoua la tête. Michaels prit une poignée de terre et la jeta sur l'objet. La terre fut rapidement dissoute, ne laissant aucune trace sur la surface gris-noire. Une grosse pierre suivit et subit le même sort. « C'est-il pas pratiquement la chose la plus bigrement incroyable que vous avez jamais vue, professeur ?»« Oui, » dit Michaels en se relevant. « Pratiquement. » Il leva la bêche et l'abattit avec force sur l'objet. Il faillit la lâcher, car il s'était attendu à un recul. Mais, en heurtant violemment l'objet, la bêche resta contre sa surface sans s'enfoncer ni rebondir si peu que ce soit. « Qu'est-ce que vous croyez que c'est ?» demanda Connors. « Pas une pierre, en tout cas, » répondit Michaels en reculant d'1 pas. « Les sangsues boivent du sang. Cette chose semble boire les pierres et la poussière, sans compter les bêches. » Il s'approcha de nouveau et frappa plusieurs fois l'objet, puis les 2 hommes restèrent à se regarder.
Sur la route passait une demi-douzaine de camions de l'armée. « Je vais téléphoner à l'université et demander conseil à un physicien, » dit Michaels, « ou à un biologiste. J'aimerais bien m'en débarrasser avant que ça n'abîme mon gazon. » Ils remontèrent lentement vers la maison. La sangsue se nourrissait de tout. Le vent passant sur la surface gris-noir induisait une modeste énergie cinétique. Il plut, et la force de chaque goutte fut utilisée. L'eau elle-même était bue par cette surface qui absorbait tout. La lumière du soleil était elle aussi absorbée et convertie en masse pour accroître son corps. Elle consommait le sol sur lequel elle reposait. La terre, les pierres et les branchages étaient décomposés par les complexes cellules de la sangsue et convertis en énergie. Cette énergie était à son tour convertie en masse et la sangsue grandissait. Peu à peu, les premières lueurs de conscience revinrent. La première chose dont la sangsue se rendit compte était l'inconcevable petitesse de son corps. Elle grandit. Lorsque Michaels alla la voir le lendemain, elle avait 2,50 m de diamètre et débordait sur la route et sur le gazon. Le jour suivant, son diamètre atteignait presque 6 mètres. L'objet épousait les contours du fossé et tenait presque la largeur de la route. Ce jour-là, le shérif arriva dans sa Ford modèle A, suivi par la moitié de la ville. « Alors, professeur Michaels, » demanda le shérif Flynn, « c'est ça votre sangsue ?»« C'est ça, » répondit Michaels, qui avait passé toute la journée de la veille à chercher un acide susceptible de la dissoudre. « Il va falloir dégager la chaussée, » dit Flynn en s'avançant d'un air jovial vers la sangsue. « On ne peut laisser une chose comme ça bloquer la route, professeur. Il faut que l'armée puisse passer. »« Je suis vraiment désolé, » dit Michaels en conservant une expression imperturbable. « Allez-y, shérif, je vous en prie. Mais faites attention, c'est chaud. » La sangsue n'était pas chaude du tout, mais étant donné les circonstances, c'était l'explication la plus simple. Michaels regarda avec intérêt le shérif essayer de passer une barre de mine sous l'objet. Il eut un sourire, vite réprimé, en voyant qu'il manquait une vingtaine de centimètres à la barre lorsque le shérif la retira. Flynn ne se laissa pas décourager pour si peu. Il était venu pour déloger une grosse pierre, pas commode. Il alla à sa voiture et sortit du coffre une lampe à souder et un lourd marteau de forgeron. Il alluma la lampe et s'attaqua à un des côtés de la sangsue. Au bout de 5 minutes, il n'y avait aucun changement. Le gris ne tourna pas au rouge et ne sembla même pas s'échauffer. Après avoir continué à la chauffer pendant 15 bonnes minutes, le shérif appela un de ses hommes. « Hé, Jerry, frappe l'endroit que j'ai chauffé avec le marteau. » Jerry prit le marteau de forgeron, le leva au-dessus de sa tête et l'abattit de toutes ses forces. Il poussa un cri de douleur. Le marteau lui avait presque échappé des mains, à cause de l'absence totale de recul. Au loin, le lourd grondement d'un convoi de l'armée se fit entendre. « Ah, maintenant, il va y avoir de l'action !» dit Flynn en se frottant les mains. Michaels n'en était nullement certain. Il fit le tour de la sangsue, se demandant quelle substance pouvait avoir ces propriétés. La réponse était simple. Aucune. Aucune substance connue du moins. Le conducteur de la Jeep de tête leva la main et le convoi s'immobilisa avec des crissements de pneus. Un officier sec et nerveux, à l'air capable, descendit d'une Jeep. Comme il portait une étoile sur chaque épaule, Michaels vit qu'il s'agissait d'un général de brigade. « Vous ne pouvez pas bloquer cette route, » dit le général. Il était en tenue d'été beige, grand et maigre, et des yeux au regard froid se détachaient sur son visage bruni. « Ôtez ça de la chaussée, s'il vous plaît. »« Nous ne pouvons le bouger, » dit Michaels. Il lui narra brièvement les événements des jours passés. « Il faut l'ôter de là, » dit le général. « Le convoi doit passer. » Il s'approcha de la sangsue pour l'examiner de plus près. « Vous dites qu'on ne peut pas la soulever avec une barre de mine et qu'une lampe à souder n'a aucun effet. »« Exactement, » dit Michaels avec un imperceptible sourire. « Conducteur, » dit le général en se retournant. « Passez dessus. » Michaels était sur le point de protester, mais il décida de s'abstenir. Il fallait laisser l'esprit militaire faire ses propres expériences. Le conducteur engagea sa vitesse et démarra en trombe, franchissant aisément le rebord de 10 cm de haut. Arrivé au milieu de la sangsue, la Jeep s'immobilisa. « Je ne vous ai pas dit de vous arrêter !» rugit le général. « Mais je ne me suis pas arrêté, mon général !» protesta le conducteur. La Jeep, brusquement stoppée, le moteur avait calé. Le conducteur le remit en marche, passa en double traction et essaya de démarrer en mettant les pleins gaz. Mais la Jeep était vissée sur place, comme si l'on avait coulé du béton autour d'elle. « Excusez-moi, » dit Michaels, « mais si vous regardez bien, vous verrez que les roues fondent lentement. » Le général regarda fixement les roues, portant automatiquement la main à son pistolet.
Puis il cria au conducteur « Sautez et ne touchez pas cette matière noirâtre !» Blanc comme un linge, le conducteur grimpa sur le capot de son véhicule, regarda autour de lui et sauta, évitant de justesse le bord de la sangsue. Dans un silence absolu, tous les yeux étaient fixés sur la Jeep. Les pneus, puis les jantes, se désintégrèrent lentement et disparurent. Le châssis, reposant maintenant à même la matière grise, subit le même sort. L'antenne fut la dernière à disparaître. Le général marmonna quelques jurons, puis se tourna vers le conducteur. « Retournez au convoi et dites à quelques hommes d'amener des grenades et de la dynamite. » Le conducteur partit en courant. « Je ne sais pas ce que vous avez là, » dit le général, « mais ce que je sais, c'est que cela n'arrêtera pas un convoi de l'armée américaine. » Michaels n'en était nullement certain. La sangsue était presque éveillée maintenant, et son corps exigeait toujours plus de nourriture. Elle dissolvait le sol sur lequel elle se trouvait à un rythme accéléré, comblant le vide ainsi créé avec son propre corps et se répandant de tous côtés. Un gros objet atterrit sur sa surface et devint nourriture. Et puis soudain, un jaillissement d'énergie, un autre encore. Elle les consomma avec reconnaissance, les convertissant en masse. De petits fragments de métal la percutèrent. Leur énergie cinétique fut absorbée et leur masse reconvertie. D'autres explosions suivirent, contribuant à nourrir les cellules affamées. Elle commença à percevoir ce qui l'entourait, des combustions contrôlées, des mouvements de masse, les vibrations du vent. Une explosion plus violente eut lieu, avant-goût d'une nourriture réellement consistante. Elle mangea avec avidité, accélérant le rythme de sa croissance, et attendit anxieusement de nouvelles explosions, tandis que ses cellules hurlaient de faim. Il n'y eut plus d'autre nourriture, et elle dut se contenter du sol qui l'entourait et du rayonnement solaire. La nuit tomba, offrant de moindres possibilités énergétiques, puis d'autres jours et d'autres nuits. Des objets émettant des vibrations continuaient à se mouvoir autour d'elle. Elle mangea, grandit et continua à se répandre. Debout sur une petite colline, Michaels contemplait la dissolution de sa maison. La sangsue avait plusieurs centaines de mètres de diamètre maintenant, et atteignait le porche. « Adieu, maison », pensa Michaels, se souvenant des 10 étés qu'il avait passés là. Le porche s'effondra et disparut dans le corps de la sangsue. Morceau par morceau, la maison s'écroula et fut engloutie. La sangsue ressemblait à un champ de lave, semant la désolation dans la verte campagne. « Excusez-moi, monsieur, » dit un soldat qui arrivait derrière lui. « Le général O'Donnell aimerait vous voir. »« Fort bien, » dit Michaels, jetant un dernier regard sur ce qui restait de sa maison. Il suivit le soldat par une brèche dans les barbelés qui formaient un cercle de près d'1 kilomètre de diamètre autour de la sangsue. Une compagnie de soldats montait la garde, repoussant les journalistes et les centaines de curieux attirés par l'événement. Michaels se demanda pourquoi il lui permettait de pénétrer dans l'enceinte. Il parvint à la conclusion que c'était sans doute parce que cela se passait en grande partie sur sa propriété. Le soldat l'emmena jusqu'à une tente. Michaels y entra en se baissant. O'Donnell, toujours en tenue d'été, était assis derrière un petit bureau. Il fit signe à Michaels de s'asseoir. « On m'a chargé de débarrasser le pays de la sangsue, » annonça-t-il. Michaels fit un signe d'assentiment, sans soulever la question de savoir s'il était sage de confier à un soldat une tâche faite pour un savant. « Vous êtes professeur, n'est-ce pas ?»« Oui, d'anthropologie. »« Bien. Vous fumez ?» Le général alluma la cigarette de Michaels avant de continuer. « J'aimerais que vous restiez ici en qualité de conseiller. Vous avez été parmi les premiers à voir cette sangsue et j'apprécierais que vous me fassiez part de vos observations sur, il sourit, l'ennemi. »« Avec plaisir, » dit Michaels. « Toutefois, je pense que ce serait plutôt du domaine d'un physicien ou d'un biochimiste. » Le général O'Donnell regarda soucieusement l'extrémité de sa cigarette. « Je ne tiens pas à ce qu'il y ait trop de savants ici. Il ne ferait que semer la confusion. Ne me comprenez pas mal. J'ai le plus grand respect pour la science. Je suis, et je ne m'en cache pas, un soldat scientifique. Je suis toujours vivement intéressé par les dernières armes. On ne peut plus faire la guerre sans la science de nos jours. » Le visage hâlé de O'Donnell se durcit. « Mais je ne veux pas qu'une douzaine de théoriciens fourrent leur nez partout et m'empêchent d'agir. On m'a chargé de la détruire par n'importe quel moyen, et tout de suite. C'est exactement ce que je compte faire. »« Je ne pense pas que ce sera facile. »« Voilà pourquoi j'ai besoin de vous, » dit O'Donnell. « Dites-moi où se trouve la difficulté, et je trouverai un moyen. » Bien. Pour autant que je puisse en juger,
La sangsue est un convertisseur organique masse-énergie d'une effrayante efficacité. Je suppose que son cycle est double. Premièrement, elle convertit la masse en énergie, puis reconvertit cette dernière en masse pour accroître son corps. Deuxièmement, elle convertit directement l'énergie en masse corporelle. Quant à savoir comment elle fait, je n'en sais rien. La sangsue n'est pas protoplasmique, peut-être n'est-elle même pas cellulaire. Il nous faut donc quelque chose de puissant, l'interrompit O'Donnell. Pas de problème, j'ai ce qu'il faut. Je ne pense pas que vous m'ayez bien compris. Ou bien, je ne me suis pas bien exprimé. La sangsue se nourrit d'énergie. Elle est capable d'absorber l'énergie de n'importe quelle arme que vous utiliserez contre elle. Et que se passera-t-il, demanda O'Donnell, si elle continue à se nourrir? J'ignore totalement quelle est la limite de sa croissance. Peut-être n'est-elle limitée que par les dimensions de sa source de nourriture. Vous voulez dire qu'elle peut continuer à grandir indéfiniment? Il est en effet possible qu'elle continue à croître tant qu'il y aura quelque chose à manger. On peut dire que c'est un défi, dit le général. Cette sangsue ne peut pas être totalement insensible à la force. Elle semble l'être. Je vous conseillerais de faire venir quelques physiciens, et des biologistes aussi. Demandez-leur de trouver un moyen de la neutraliser. Le général éteignit sa cigarette. Professeur, je ne peux pas attendre que quelques savants aient fini de discuter. J'ai un axiome. Le voici. Pour plus d'effet, le général ménagea une pause. Rien n'est insensible à la force. Rassemblez suffisamment de force, et n'importe quoi cédera. N'importe quoi. Vous savez, professeur, continua-t-il sur un ton plus amical, vous ne devriez pas discréditer la science que vous représentez. Nous possédons, accumulée sous la colline nord, la plus grande quantité d'énergie et d'armes radioactives jamais rassemblées en un même lieu. Pensez-vous que votre sangsue puisse résister à leurs forces combinées? Il devrait être possible de la surcharger, dit Michaels sans conviction. Il comprenait maintenant pourquoi le général désirait sa présence. Il lui fournissait l'appui de la science sans avoir autorité sur lui. « Venez avec moi », lui dit joyeusement O'Donnell, qui s'était levé et avait soulevé le rabat de la porte pour le laisser passer. « Nous allons briser cette sangsue. » Après une longue attente, un nouveau déluge de nourriture riche se déversa sur elle, de plus en plus abondant. Radiation, vibrations, explosions, solides, liquides, une incroyable variété d'aliments. Elle les accepta tous. Mais la nourriture arrivait trop lentement pour ces cellules affamées, car de nouvelles cellules venaient sans cesse ajouter leurs exigences. Le corps, jamais rassasié, hurlait de faim. Maintenant qu'elle avait atteint une taille à peu près efficace, elle était pleinement éveillée. Débrouillant l'enchevêtrement des radiations, elle localisa une forte concentration de la nouvelle nourriture. Sans le moindre effort, elle se souleva dans les airs, vola sur une courte distance et se laissa tomber sur la nourriture. Ces cellules, incroyablement efficaces, engloutirent les riches substances radioactives, mais ne délaissèrent pas pour autant le potentiel inférieur des métaux et des blocs d'hydrate de carbone. « Ces bougres d'imbéciles !» dit le général O'Donnell. « Pourquoi se sont-ils affolés? On dirait qu'ils n'avaient jamais fait leur classe. » Il allait et venait nerveusement devant sa tente, qui se dressait maintenant à 5 kilomètres de son emplacement précédent. La sangsue atteignait 3 kilomètres de diamètre. Il avait fallu évacuer 3 communautés agricoles. Immobile, près de la tente, Michaels n'avait pas encore assimilé ce qui s'était passé. La sangsue avait subi sans broncher l'action conjuguée des diverses armes, puis s'était soudain élevée dans les airs. Pendant un long moment, son énorme masse avait obscurci le soleil tandis qu'elle volait lentement jusqu'à la colline nord sur laquelle elle s'était laissée retomber. L'intervalle aurait dû suffire pour procéder à une évacuation, mais la peur avait pétrifié les soldats et les avait rendus incapables de réagir. 67 hommes avaient perdu la vie dans l'opération Sangsue. Le général O'Donnell demanda l'autorisation d'utiliser des bombes atomiques. Washington envoya un groupe de savants pour faire un rapport sur la situation. « Les experts ont-ils enfin pris une décision ?» demanda O'Donnell rageusement en s'arrêtant devant la tente. « Cela fait assez longtemps qu'ils discutent. » « C'est une décision difficile, dit Michaels. Comme il ne faisait pas officiellement partie de la commission d'enquête, il avait donné son opinion et puis était parti. Les physiciens estiment qu'il s'agit d'un problème biologique, et les biologistes semblent croire que c'est du domaine de la chimie. Personne n'est réellement un expert sur ce sujet, car cela ne s'est jamais produit auparavant. Nous ne possédons pas de données. « Il s'agit d'un problème militaire, dit O'Donnell sèchement. Peu m'importe ce qu'est cette chose. Ce que je veux savoir, c'est comment la détruire.
J'espère qu'ils ne tarderont pas à me donner le feu vert pour la bombe. » Michaels s'était livré à quelques calculs à ce propos. Il était certes impossible d'affirmer quoi que ce fût avec certitude, mais sur la base d'une estimation hâtive du rythme d'absorption de la sangsue et en tenant compte de sa taille et de la vitesse apparente de sa croissance, il était possible qu'une bombe atomique la surcharge, à condition de ne pas trop tarder. Il estimait que 3 jours constituaient une limite maximale. La croissance de la sangsue se faisait en progression géométrique. Quelques mois lui suffiraient pour couvrir l'ensemble des États-Unis. « Cela fait 1 semaine que je demande l'autorisation de me servir de la bombe, » ronchonnait O'Donnell. « Et ils me la donneront, mais pas avant que Cézanne ait fini de discuter. » Il s'arrêta devant Michaels et le regarda bien en face. « Je vais détruire cette sangsue. Je vais l'anéantir, quoi qu'il m'en coûte. Ce n'est plus seulement une question de sécurité maintenant. Mon honneur est en jeu. » Cette attitude fait peut-être les grands généraux, pensa Michaels, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut considérer ce problème-ci. C'était par anthropomorphisme que O'Donnell considérait la sangsue comme un ennemi. Même ce terme de sangsue était un facteur humanisant. O'Donnell agissait comme avec un obstacle physique ordinaire, comme si la sangsue était l'équivalent d'une puissante armée. Mais la sangsue n'était pas humaine. Sans doute ne venait-elle même pas de cette planète. Il fallait attaquer le problème d'après ses propres données. « Ah, les voilà enfin !» s'exclama O'Donnell. Un petit groupe était sorti d'une tente voisine. À sa tête se trouvait Allenson, un biologiste travaillant pour le gouvernement. « Alors, » demanda le général, « avez-vous découvert ce que c'est ?»« Un moment, » dit Allenson, le regard furieux et les paupières rougies. « Il faut que j'aille prélever un échantillon. »« Avez-vous trouvé un moyen scientifique de la tuer ?»« Ça a été relativement facile, » répondit Moriarty, un physicien atomiste. « Il suffit de l'entourer d'un vide parfait et le tour est joué. Ou alors, il faut l'envoyer dans l'espace par antigravité. À défaut, enchaîna Allenson, nous vous suggérerions d'utiliser vos bombes atomiques, mais sans perdre de temps. Partagez-vous cette opinion ? Demanda O'Donnell, le regard brillant. Oui. Pendant que le général s'éloignait en toute hâte, Michaels se joignit au groupe de savants. Il aurait dû nous appeler bien plus tôt, se plaignait Allenson. Maintenant, il n'y a plus d'autre solution que la force. Êtes-vous parvenu à des conclusions en ce qui concerne la nature de la sangsue ? Demanda Michaels. Très général, répondit Moriarty, et qui rejoignent pratiquement les vôtres. La sangsue est probablement d'origine extraterrestre, et c'est sans doute au stade de spore qu'elle est arrivée sur la planète. Il s'interrompit pour allumer sa pipe. À ce propos d'ailleurs, c'est une chance qu'elle ne soit pas tombée dans un océan. Elle nous aurait mangé la terre sous les pieds avant même que nous ayons une idée de ce qui se passait. Il marcha quelques minutes en silence. Comme vous l'aviez mentionné, c'est un convertisseur parfait, capable de transformer l'énergie en masse et vice-versa. Moriarty ajouta avec un sourire, ce qui, bien entendu, est impossible. Et j'ai des chiffres qui le prouvent. Je vais aller boire un verre, dit Allenson. Cela vous dit ? Meilleure idée de la semaine, dit Michaels. Je me demande combien de temps ils mettront à autoriser O'Donnell à se servir de la bombe. Si je connais mes politiciens, dit Moriarty, ils mettront trop longtemps. Le rapport des savants gouvernementaux fut étudié par d'autres savants gouvernementaux. Cela prit quelques jours. Ensuite, le gouvernement désira savoir s'il n'y avait vraiment aucune autre solution que de faire exploser une bombe atomique au beau milieu de l'État de New York. Il fallut un certain temps pour le convaincre que c'était indispensable. Cela fait, on dut évacuer la population, ce qui prit encore du temps. L'ordre officiel, une fois signé et contresigné, on sortit 5 bombes atomiques de leur entrepôt souterrain. Une fusée fut affectée à cette mission. On lui donna ses ordres et on la mit à la disposition du général O'Donnell. Tout cela prit un jour de plus. Finalement, la courte et massive fusée de reconnaissance prit l'air. La tache gris-noir était facilement reconnaissable. Pareille à une plaie infectée, elle s'étendait de Lake Placid à Elizabethtown, recouvrant Keene et la vallée de Keene et atteignant la lisière de Jay. La première bombe fut lâchée.